L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour, bonsoir, en fonction du moment de la journée où vous nous recevez. Bienvenue à cette émission spéciale avec le professeur Théodore Olo. Théodore Olo, qu'on ne présente plus, ancien président de la Cour constitutionnelle, ancien président de la Haute Cour de justice, ancien ministre chargé des relations avec les institutions, ancien porte-parole du gouvernement. Notons qu'il a été également ministre des Affaires étrangères. Il a été membre de la Commission constitutionnelle et membre du présidium de la Conférence des forces vives de la nation. Avec lui, ce jour, nous parlons de constitution et des régimes politiques. Mais avant, nous essaierons de faire un tour de l'actualité sociopolitique nationale. Bonjour à vous, professeur Théodore Olo. Monsieur Kader Abdel, bonjour. Merci de nous recevoir une fois encore chez vous. C'est un plaisir. Merci. Alors, une proposition de révision constitutionnelle a vu le jour au Parlement au lendemain de cette recommandation de la Cour au niveau des députés de modifier le code électoral. Quelles sont vos appréciations sur l'initiative de cette loi portant révision de la Constitution? Je crois que notre Constitution prévoit que les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent à toutes les autorités politiques. Et je pense que le Parlement est aussi un organe politique. Je ne crois pas avoir lu dans la décision de la Cour constitutionnelle une demande de révision de la Constitution, mais ce qui est demandé au Parlement, c'est de modifier des dispositions du code électoral. Et par conséquent, même si les députés ont l'initiative de la loi, et c'est par conséquent s'ils peuvent prendre l'initiative aussi d'une révision de la Constitution, ils ne peuvent pas, à mon avis, évoquer la décision de la Cour constitutionnelle pour justifier une telle démarche, puisque ce n'était pas ça ce qui a été décidé, d'après ce que j'ai compris, par la Cour constitutionnelle. Et par conséquent, donc, il ne faudrait pas du tout lier cela à la décision de la Cour constitutionnelle. Et il n'est pas nécessaire de modifier la Constitution pour que les élections s'organisent comme l'a suggéré la Cour constitutionnelle. Alors, lorsque l'on prend cette proposition portant en révision de la Constitution, l'initiateur souhaite que la présidentielle soit organisée avant les élections législatives et communales. Je crois que c'est une réaction d'un acteur politique qui n'est pas forcément un constitutionnaliste. On oublie très souvent que le président de la République, avant d'entrer en fonction, a prêté serment de respecter et de défendre la Constitution. La durée de ce mandat a été inscrite dans la Constitution. Même s'il y a une révision par rapport à cette durée, elle ne peut s'appliquer qu'au prochain président qui sera élu et qui va prêter serment sur la base de cette disposition. Souvenez-vous, déjà en 2007, si mes souvenirs sont exacts, les députés arrivés pratiquement au terme de leur mandat de 4 ans avaient modifié la Constitution pour que leur mandat soit porté à 5 ans. Mais cette décision a été déclarée contraire à la Constitution
par la Cour constitutionnelle présidée par Mme Ouessou. Et c'est là qu'entre autres a été évoqué le principe du consensus comme principe à valeur constitutionnelle pour une modification de la Constitution. Cet élément déjà doit faire réfléchir ceux qui prennent de ces genres d'initiatives qui ne tiennent pas compte de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et qui pensent qu'à tout moment, on peut modifier la Constitution. Alors, lorsque vous parlez tout à l'heure du serment, quelle est la connotation du serment véritablement que prête le président de la République? Je crois qu'à la fin de la prestation du serment, il a dit qu'en cas de parjure, qu'ils subissent les rigueurs de la loi. Et quand le président viole son serment, généralement, c'est la haute cour de justice qui doit être compétente pour le juger et qui peut le destituer de son mandat. Alors, lorsque nous devons rester dans la logique du député initiateur de cette proposition de loi, selon vous, pour l'enracinement de la pratique démocratique au Bénin, doit-on faire les élections présidentielles avant les élections législatives communales? Je ne vois vraiment pas le lien. Je prends un pays, par exemple, comme les États-Unis. Le président est élu pour le mandat de 4 ans, mais en temps, le Congrès est renouvelé, ce qu'on appelle les élections à mi-terme. Ce qui fait que le mandat du président de la République ne coïncide pas, le président de la Fédération ne coïncide pas avec le mandat du Congrès. Ce qui fait qu'il arrive à des moments donnés où le président peut avoir une majorité de son parti qui contrôle le Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat, comme il peut arriver que le président n'ait pas cette majorité. Par exemple, Biden aujourd'hui est confronté à une Chambre des représentants dominée par les républicains. Mais la négociation permet de trouver un compromis pour garantir la continuité des services publics et de l'État. Le vote du budget aujourd'hui, l'aide à l'Ukraine aujourd'hui font objet de discussion parce que ce n'est pas les mêmes partis qui se retrouvent aussi bien à la Maison-Blanche et au Capitole. Même s'il est toujours utile que le président puisse disposer d'une majorité au Parlement, il peut arriver que le président n'ait pas cette majorité et pourtant la vie politique continue. Souvenez-vous qu'à partir de 1993, après le remaniement ministériel, le président Soukou n'avait plus la majorité au Parlement. Et pourtant, la vie politique a continué jusqu'au terme de ce mandat. Alors, donc, est-ce à dire qu'on peut déduire de vos propos qu'il n'est pas utile que l'élection présidentielle soit organisée avant les législatives et communales? Il n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire. Alors, lorsque vous parlez tout à l'heure, vous avez parlé du Parlement, vous avez dit que c'est un organe politique, le Parlement est politique, mais est-ce que vous ne trouvez pas utile pour le président de la République de chercher à avoir sa majorité présidentielle? C'est légitime, puisqu'il a été élu pour mettre en œuvre un programme. Il a besoin des moyens financiers, des moyens législatifs pour la mise en œuvre de son programme. Mais n'oubliez pas que c'est le même peuple qui lui a donné la majorité pour l'envoyer à la tête du pouvoir exécutif, qui a élu également majoritairement des représentants qui ne sont pas forcément de ce bord. Mais on arrive toujours à trouver un compromis. Si vous suivez l'actualité, vous verrez aujourd'hui que Macron, bien qu'élu président de la République, n'a pas la majorité absolue comme c'était le cas quand il avait eu son premier mandat. Et malgré cela, ils arrivent à trouver des compromis en essayant aussi d'intégrer les préoccupations des autres représentants du peuple. Donc, ce qui veut dire que quand on est homme politique, on arrive toujours à trouver un compromis. Vous savez, Reagan a été président des États-Unis. Il avait un congrès, il est républicain, il avait un congrès qui était dominé par les démocrates, mais il a fait ses 2 mandats, il est arrivé à mettre en œuvre ces différents programmes, entre autres la diminution des impôts, la diminution des services sociaux, qui était contraire à la politique des démocrates. Et pourtant, les négociations ont permis de trouver un compromis. Même si c'est simple, c'est plus facile d'avoir une majorité, mais on peut aussi ne pas avoir la majorité et mener sa politique jusqu'à son terme. Tout à l'heure, vous avez parlé du consensus. Parfois, ça crée confusion au sein de dans certains esprits. Le consensus, c'est quoi réellement? Le consensus, c'est qu'il n'y a pas une opposition, il y a un accord tacite. Par exemple, je m'abstiens, ça veut dire que je ne m'oppose pas, mais je ne soutiens pas. Ce qui veut dire que je n'ai pas d'objection. C'est ce que cela voudrait dire. Ça ne veut pas dire que forcément on va dire oui, nous sommes d'accord, mais je ne m'y oppose pas. Donc tu peux continuer ton chemin. C'est ça le consensus en réalité. Alors, pour finir cette manche-là, de cette émission-là, quelle est votre lecture de toute cette tractation politique qui s'effectue de part et d'autre en préparation aux élections générales de 2026?
Écoutez, lorsque les élections approchent, c'est normal, c'est légitime qu'il y ait des négociations. Chacun veut mettre les rapports de force de son côté pour gagner les élections. L'essentiel, c'est que cela respecte les règles du jeu politique et les exigences de l'état de droit et de la démocratie. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour parler des régimes politiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par régime politique déjà? Oh, vous savez, les régimes politiques, il faut en distinguer, à mon avis, deux catégories. Il y a les régimes politiques des pays démocratiques, généralement ayant un système capitaliste, et le régime politique des pays marxistes ou à orientation socialiste qui ne partagent pas les mêmes valeurs idéologiques. Mais ce qui est dominant dans la culture constitutionnelle qui est la nôtre, c'est le régime politique démocratique, c'est-à-dire des pays capitalistes, qui comporte, à mon avis, 3 traits essentiels avant de s'éclater en catégories. Au plan économique, c'est des régimes qui donnent la priorité à un système capitaliste, à un système libéral, à savoir que l'État intervient très peu dans le champ politique. L'État peut définir les règles de la vie économique, mais n'est pas entrepreneur, ne contrôle pas réellement l'économie. Alors que dans les pays socialistes, par exemple, c'est l'État qui est le principal acteur de la vie économique. Nous l'avons connu avec le PRPB, avec des sociétés d'État, et depuis le renouveau démocratique, c'est le privé qui a pris le dessus. Donc au plan économique, il y a donc cette limitation du rôle, du poids économique de l'État dans la vie économique. Au plan politique, ces régimes garantissent, à mon avis, les libertés fondamentales, ce qui fait généralement que la liberté de critiquer le pouvoir avec des propositions alternatives est consacrée à travers un statut de l'opposition qui permet l'alternance au pouvoir. Et au plan institutionnel, le pouvoir est aménagé de telle sorte que son exercice soit modéré. Ce qui fait qu'on essaie de trouver un équilibre entre l'autorité et la liberté. Et il y a également ce qu'on appelle les organes de contrepoids, pour éviter qu'un seul organe ne concentre l'ensemble des pouvoirs entre ses mains. Donc il y a un certain équilibre et il y a un exercice modéré du pouvoir. Et vous avez deux types essentiels de régimes politiques dans ce système de régime démocratique. Vous avez deux types essentiels, le régime parlementaire avec ses variantes et le régime présidentiel, même si on parle un peu de régime d'assemblée, qui est aussi le modèle ou le modèle conventionnel qu'on retrouve dans certains pays à orientation socialiste. Le régime parlementaire se traduit par le fait que l'exécutif est bicéphale. Vous avez un chef de l'État qui peut être un monarque, un roi, comme c'est le cas en Grande-Bretagne, le cas en Belgique, le cas en Espagne, ou qui peut être un président élu. C'est le cas en Italie, c'est le cas en Allemagne par exemple. Le président n'est pas élu au suffrage universel direct. Il est élu par un collège électoral étendu, mais ce n'est pas au suffrage universel direct. Ce qui fait que le président de la République ou le chef de l'État incarne la continuité et l'unité de l'État. Mais il exerce généralement une fonction honorifique. Mais le pouvoir exécutif est exercé en réalité par le Premier ministre, qui a une majorité parlementaire, car c'est le parti qui est majoritaire au Parlement qui donne le Premier ministre, ou c'est la coalition qui est majoritaire au Parlement qui donne le Premier ministre. Ce qui fait qu'il y a une certaine stabilité quand nous sommes dans un système de régime bipartisan où il y a deux grands partis. Mais quand c'est une coalition, comme c'est le cas en Italie généralement, il peut y avoir des bouleversements au niveau de la coalition, rupture de la coalition, donc ça provoque une certaine instabilité. Donc vous avez le Parlement qui exerce le pouvoir législatif, vous avez le Premier ministre qui exerce le pouvoir exécutif, même s'il existe un chef de l'État qui exerce une fonction honorifique.
Quand vous prenez le cas de la Grande-Bretagne, par exemple, chaque année, la reine fait le discours du trône qui indique le programme d'action du gouvernement. Mais on oublie souvent que ce discours du trône est rédigé par le Premier ministre. Donc c'est le programme du Premier ministre que le roi va lire devant la Chambre des représentants, devant la commune, pour montrer que c'est le programme qu'il faut mettre en œuvre. Si c'est un conservateur, le programme qui sera lu sera un programme conservateur. Mais quand c'est un travailliste, le programme qui sera lu ne sera pas un programme conservateur, mais sera un programme travailliste. Donc le chef de l'État ne fait que porter dans le système britannique la volonté politique majoritaire au Parlement, où c'est les conservateurs, ou c'est les travaillistes. Le régime présidentiel se caractérise par le fait que nous avons le monopole du pouvoir exécutif. Il y a un président de la République qui est élu du suffrage universel direct ou indirect, comme c'est le cas aux États-Unis, où ce sont les grands électeurs désignés par les électeurs qui désignent le président. Mais généralement, cette désignation à un cas près est toujours conforme à deux cas près, puisque le cas de Hillary Clinton aussi est en jeu, désigne toujours la tendance majoritaire dans l'expression du suffrage universel direct, ces grands électeurs. Et vous avez également le pouvoir législatif. Dans ce système de régime présidentiel, à la différence du régime parlementaire, il y a une séparation stricte entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif en principe. En Grande-Bretagne, par exemple, il n'y a pas de séparation. C'est le même groupe parlementaire, c'est le même Premier ministre qui prend l'initiative des lois, qui peut faire voter ces lois parce qu'il dispose d'une majorité parlementaire. Le Parlement a la possibilité de renverser le gouvernement. Le Premier ministre, quand il fait son discours de politique générale, à son élection, peut demander un vote de confiance. C'est lui qui prend l'initiative. Les parlementaires, quand ils ne sont pas en accord avec le Premier ministre ou le gouvernement, votent une motion de censure. Quand la motion de censure passe, le gouvernement est dissous. Donc, aussi bien le gouvernement est renversé, aussi bien le gouvernement peut être dissous par le Parlement, aussi bien le gouvernement peut être renversé par le Parlement, le gouvernement, le Premier ministre ou le chef de l'État, à la demande du Premier ministre, peut également dissoudre le Parlement. Et les parlementaires évitent la dissolution parce qu'ils se demandent si nous retournons devant nos électeurs, est-ce que nous avons des chances d'être réélus? Ce qui fait que très souvent, ils hésitent à mettre en œuvre la motion de censure. Il n'y a pas cette possibilité d'action réciproque de chaque organe sur l'autre. Dans le régime présidentiel, le président ne peut pas dissoudre le Parlement ne peut pas non plus renverser le gouvernement par une motion de censure et le président, chef de l'exécutif, n'est pas obligé d'aller présenter son programme de gouvernement au Parlement et d'en avoir l'approbation avant sa mise en œuvre. Le régime d'assemblée est généralement caractérisé par le fait que tout le pouvoir est concentré au niveau de l'Assemblée qui élit un comité pour mettre en œuvre le pouvoir exécutif. Généralement, on cite comme exemple le cas de la Suisse, mais vous avez constaté que pendant la période révolutionnaire, le président de la République n'est pas élu par le peuple directement. C'est l'Assemblée nationale révolutionnaire qui élit le chef de l'État pour montrer que le pouvoir est en réalité juridiquement dans les mains de l'organe législatif. Mais politiquement, comme c'est le parti qui dirige l'État, politiquement, c'est le parti dont le président est le premier secrétaire général ou le premier responsable qui dirige l'État. Ce qui fait que dans sa fonction de patron du parti, il a la chance d'être
élu président, puis celui qui contrôle le Parlement. Il y a maintenant des régimes qu'on appelle des régimes mixtes. Le régime parlementaire ou le régime parlementaire donne naissance à ce qu'on appelle, selon les uns, un régime semi-présidentiel, selon les autres, un régime mi-parlementaire, qui se traduit par le fait que, comme le régime parlementaire, l'exécutif est bicéphale. Vous avez un président de la République qui est élu, non pas comme un régime parlementaire, pas un collège électoral, mais directement au suffrage universel. Ça a été le cas. La Constitution de 1958 avait prévu que le général de Gaulle, que le président est élu par un collège électoral. En 1962, il y a une réforme qui fait que le président est élu au suffrage universel direct. Ce qui fait que vous avez deux légitimités venant directement du peuple qui vont s'affronter. Le président de la République qui est élu au suffrage universel direct et le Parlement dont les membres sont également élus au suffrage universel direct. Mais le Premier ministre c'est lui qui est le chef du gouvernement. C'est lui qui met en œuvre la politique du gouvernement. Ce qui fait que quand la majorité parlementaire est du même bord politique que le président de la République, il n'y a pas de problème. C'est le président de la République qui écrit la partition que le Premier ministre met simplement en œuvre. Mais lorsqu'il y a une rupture de majorité, que le président a une majorité de droite par exemple, et que le Parlement a une majorité de gauche, c'est la politique de gauche qui sera mise en œuvre, ce qu'on appelle la cohabitation. On l'a connu avec Mitterrand, socialiste, en 1995, qui a eu un Premier ministre qui a perdu les élections législatives, et c'est Chirac qui a été premier ministre à un moment donné. Quand il y a eu la seconde cohabitation, ça a été Balladur. Et à un moment donné, je crois que c'est Jospin de la droite, de la gauche, qui a été Premier ministre. Cela entraîne des cohabitations. Parce que le président de la République étant élu au suffrage universel direct, il a l'impression que certains domaines relèvent de sa compétence, dont les affaires étrangères par exemple. Et souvent, il y a eu des tensions quand ils assistent des conférences internationales, quelle est la position qui sera défendue. Donc ce régime semi-présidentiel crée également des instabilités. Le régime présidentiel a pour base, origine essentiellement les États-Unis, tandis que le régime parlementaire s'est souvent développé en Europe. Il y a les avatars du régime présidentiel, d'abord en Amérique latine et également en Afrique, ce qu'on a appelé le régime présidentiel négro-africain, qui se traduit par d'abord l'intangibilité du président de la République. Puis avant 1990, nos constitutions ne prévoyaient pas la limitation du nombre de mandats présidentiels. Il y a également un parti unique ou un parti dominant. Souvenez-vous, si la plupart des États africains, francophones en tout cas, sont alliés à l'indépendance dans le cadre du pluralisme politique, à partir de 1964, sous prétexte de mobiliser toutes les énergies pour aller au développement, ont instauré le parti unique. En 1990, la plupart de ces pays étaient sous ajustement structurel parce que le parti unique n'a pas amené le développement. Nous avons connu la même situation avec le PRPB, qui a imposé le parti unique. Et souvenez-vous que dans la Constitution de 1968, qui n'a pas été appliquée, il était prévu la création d'un parti unique. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'organe de contrepoids pour limiter le pouvoir exécutif. Ce qui va se traduire par le fait que le président de la République, dans ces régimes présidentiels négro-africains, a la possibilité de dissoudre le Parlement quand il y a des accords avec le Parlement, même s'il est le chef du parti unique, tandis que le Parlement n'a pas la possibilité, par une motion de censure, de renverser le gouvernement. Donc il y a un déséquilibre. Alors que je vous ai dit que le régime
politique démocratique se caractérise par le fait qu'on veut un équilibre du pouvoir en ayant des organes de contrepoids pour empêcher un pouvoir d'aller au-delà de ses prérogatives ou de ses compétences constitutionnelles. Ce qui fait que tout le pouvoir est concentré entre les mains du président de la République, qui devient, et j'ai entendu cette expression qui m'a fait bondir, la clé de voûte du système. Et dès qu'on met la main sur le président, c'est tout le régime qui s'effondre. Or, dans un régime démocratique, on peut prendre le président, mais la vie politique continue jusqu'à ce qu'on arrête le coup d'État qui a ainsi commencé. Il faut alors que toutes les institutions soient paralysées pour qu'il y ait un blocage du pays. La disparition du chef de l'État n'empêche pas la continuité de la vie politique. Mais que pensez-vous aujourd'hui de ces régimes présidentiels aujourd'hui africains, non-africains? Non, je crois que si vous avez fait... Ils ont été pervertis par les présidents eux-mêmes? Non, il faut reconnaître que les constitutions avaient été inspirées par la théorie développementaliste entre 1960 et 1990. On a vu que cela n'a pas donné de résultats. Et pour la plupart des régimes du renouveau démocratique, d'abord, il y a la limitation du nombre de mandats, ce qui fait qu'un président ne peut pas s'éterniser au pouvoir. Par ailleurs, la plupart de ces pays ont un statut de l'opposition qui consacre le droit de l'opposition. C'est le cas au Sénégal, c'est le cas au Bénin, c'est le cas à Madagascar, un peu partout. Ce qui veut dire que l'opposition a un statut légal, il a les moyens d'intervenir. Par exemple, si vous vous souvenez, pendant les premières années du Haut Conseil de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, sous la présidence de René Dossa, et chaque mois, on publiait le temps d'occupation d'antenne par la mouvance présidentielle et par l'opposition. Et quand on constate que la mouvance a dépassé de 15 minutes, automatiquement, l'opposition a le droit de rattraper dans les interventions sur les chaînes, sur la télévision, la radio publique, de rattraper ce retard pour qu'il ait équilibre. De la même manière, quand le chef de l'État fait une intervention, non pas au titre de parti, mais en tant que chef de l'État, le chef de l'opposition ou celui qui a le parti majoritaire et qui a le plus grand nombre d'élus et qui apparaît comme opposant au chef de l'État a le droit aussi, dans la même durée, de pouvoir intervenir. Parce que c'est un service public qui n'est pas à la disposition du président de la République, mais qui est à la disposition de la nation. Or, ces forces politiques ont une existence légale. L'opposition a une existence légale, la majorité aussi a une opposition légale. Ce qui fait qu'il y a un certain équilibre. Quand vous prenez les chaînes des pays démocratiques avancés, vous verrez que toutes les opinions s'expriment sur la télé. Quand le chef de l'État veut intervenir, il a un temps pour intervenir et généralement on tend le micro également à l'opposition pour pouvoir garantir l'équilibre de temps d'occupation de l'antenne des chaînes publiques. Les chaînes privées, même si on les rappelle de temps en temps à l'ordre, peuvent être ou à la dévotion de l'opposition ou au service du président de la République. Mais là, c'est leur pratique, ce n'est pas des chaînes publiques, parce que n'oublions pas que les chaînes publiques fonctionnent avec l'argent de l'ensemble des citoyens, à savoir les impôts que nous payons en tant que contribuables. Alors que pensez-vous de ceux qui pensent qu'en Afrique, nous avons des régimes présidentiels très forts, qui font des présidents de la République de véritables monarques, qui transcrivent leurs intentions en loi et en texte de loi? Vous savez, c'est une tendance que toute autorité ou tout individu qui a un pouvoir ait tendance à aller au-delà de ses prérogatives jusqu'à ce qu'il rencontre des limites. Ce n'est pas spécifique aux pays africains. À un moment donné, Abraham Lincoln, dont on connaît la définition de la démocratie pertinente, pouvoir le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, a estimé que les exigences de la consolidation de la nation, ces exigences vont au-delà des contraintes de la Constitution. Mais il y a des organes qui l'obligent à respecter dans les limites de la Constitution. Quand vous prenez la Constitution du Bénin, par exemple, de 1990, d'abord, il y a la limitation des mandats. Un monarque, il est au pouvoir jusqu'à la mort. Il y a une succession héréditaire. Je ne pense pas que depuis 1990, il y a une succession héréditaire. Ce n'est même pas le même parti politique qui envoie, ou la même alliance politique qui envoie
ses élus au pouvoir, et à la tête de l'État. Soglo a été élu en 1991 par une coalition de partis. Il a eu ce parti, la Renaissance du Bénin, qu'il a soutenu en 1987. Nous avons perdu, nous sommes partis, mais ce n'est pas quelqu'un de la RB qui est venu à la tête de l'État. C'est le président et le général Mathieu Kérékou, soutenu par ceux qui étaient opposés à Soglo, qui est arrivé, et c'est après qu'ils ont créé leur regroupement. Quand Yahi Boni est arrivé, ce n'est pas le parti de l'UBF de Mathieu Kérékou, de l'Union du Bénin du futur de Mathieu Kérékou qu'il a soutenu. Et c'est après que lui-même a créé son parti politique, le FCBE. Ce n'est pas les FCBE qui ont fait venir le président en talon pour montrer qu'il n'y a pas une situation dynastique. C'est le premier élément. Le président de la République, contrairement à ce que l'on peut penser, n'est pas un monarque au Bénin dans le respect, quand il y a le respect de la Constitution. Ces décisions sont soumises au contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle. Et lorsque la Cour déclare que ces décisions sont contraires à la Constitution, il s'incline. Lorsque le Parlement vote une loi que le président ne veut pas promulguer, il y a deux hypothèses. Il demande une deuxième lecture. La deuxième lecture est acquise à la majorité absolue. Mais parce qu'il est opposé, il ne veut pas promulguer la loi. Or, c'est la promulgation de la loi qui garantit l'authentification de la procédure législative qui a abouti à l'adoption de la loi et qui la rend exécutoire. Je crois que c'est l'article 57 de notre Constitution qui dit que dans ces cas, le président de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle. Si la Cour constate que la loi est conforme à la Constitution, elle la déclare exécutoire. Donc, on dépasse la volonté du président qui ne veut pas promulguer la loi, on dépasse son veto et la loi devient exécutoire. Si dans le deuxième hypothèse, si dans le délai de promulgation de la loi, le président ne demande ni une deuxième lecture, ni le programme, ni ne promulgue la loi, la même procédure est mise en œuvre. La Cour constitutionnelle est saisie par le président de l'Assemblée nationale. Quand elle dit qu'elle est conforme à la Constitution, naturellement, la loi devient également exécutoire. Je crois que c'est l'article 77-75 qui parle de outrage à la magistrature quand le chef de l'État est interpellé et qu'il ne se présente pas au Parlement et qu'il n'envoie pas un représentant répondre, que la Cour est saisie, qu'on constate cette défaillance, il y a outrage au Parlement et le chef de l'État peut être poursuivi devant la Haute Cour de justice pour ça. Donc, à la différence des constitutions des années 1960 à 1990, où le roi pouvait tout se permettre, où le président pouvait tout se permettre, c'était un monarque élu, en 1990, il y a des limites à ces prérogatives. Il est vrai, en tant que détenteur unique du pouvoir exécutif, il a l'initiative des lois et quand il a une majorité parlementaire, il peut dérouler plus facilement son programme. Mais l'élection, lorsqu'elle est organisée par des organes indépendants, peut faire que le président n'ait plus de majorité au Parlement. Il est arrivé que ce groupe n'ait pas de majorité au Parlement. N'oubliez pas qu'en de 2015 à 2016, Yahi Boni n'avait plus de majorité et au Parlement, à telle enseigne que ce candidat pour le perchoir a été battu à une voix près, si mes souvenirs sont exacts. Donc s'il était un monarque, il aurait imposé son candidat comme non seulement son président de l'Assemblée nationale, mais en 2016, c'est son dauphin, Lionel Jospin, qui aurait été sacré président de la République. Donc les choses ont évolué. Il faudrait en tenir compte. On n'a pas encore atteint le degré des pays développés, mais nous évoluons progressivement et c'est la culture démocratique, notre engagement citoyen qui permettra que chacun reste dans les limites de ses prérogatives parce que la Constitution, c'est l'expression de la volonté du président, du peuple souverain. Si vous prenez la Constitution, généralement on dit « nous, peuple », et puis on invoque ces exigences dans le préambule, et puis après on dit « adoptons la présente Constitution ». Donc ce n'est pas le test du président de la République. Donc ce n'est pas... la Constitution pour moi est
un prêt à porter. Ce n'est pas un habit sur mesure qu'il faut adapter au bon vouloir de chaque président. Voilà pourquoi sa modification nécessite nécessairement un consensus qui va au-delà de la majorité et parlementaire. Ce qui fait qu'un parlement monocolore, à mon avis, n'a pas de légitimité à réviser une constitution. À réviser une constitution. Alors, un parlement monocolore, parce que la diversité de l'opinion publique en cours dans la société n'est pas représentée au Parlement. Alors, lorsque vous parlez tout à l'heure d'organes de contre-pouvoir, qu'est-ce que cela sous-entend? Je ne parle pas d'organes de contre-pouvoir, je parle d'organes de contrepoids pour maintenir l'équilibre, de contrepoids. Parce que ces organes, que d'aucuns qualifient de contre-pouvoir, sont aussi attribués à un pouvoir. Le Parlement est un organe de contrepoids, mais il a le pouvoir législatif. Le pouvoir judiciaire est un pouvoir, mais il est un organe de contrepoids parce qu'il peut sanctionner les violations du droit venant du président de la République. Quand c'est les décrets venant du gouvernement, c'est généralement la chambre administrative de la Cour suprême qui est compétente ou c'est le Conseil d'État. Mais quand c'est des actes, quand c'est des comportements qui violent la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle au Bénin qui sanctionne ces actes. Ce qui veut dire que ce sont des organes de contrepoids pour que le président reste dans l'équilibre des pouvoirs, ne fasse pas le déséquilibre en sa faveur en abaissant les autres pouvoirs dans leurs prérogatives et en augmentant les siennes. Donc, c'est des organes de contrepoids, même si dans le langage courant, certains parlent d'organes de contre-pouvoir, en ayant dans l'esprit que le pouvoir, c'est l'exécutif. Or, chacun de ces organes est attributaire d'une partie de l'ensemble du pouvoir dont le peuple est détenteur. Alors, lorsqu'on parle de contrepoids, comme vous le dites, est-ce que ça dit qu'il faut tout le temps être en opposition avec l'exécutif? Je vous ai parlé tout à l'heure de consensus. Vous pouvez être en opposition quand vous avez une idée différente. C'est votre droit. Mais ça ne veut pas dire que, parce que ça vient de l'exécutif, vous devez être en opposition. Je vous ai parlé par exemple de Reagan, républicain, Congrès et démocrate, mais qui est arrivé à trouver des compromis pour aller au terme de ce mandat et dérouler son programme. Biden est en train de dérouler son programme, même s'il n'a pas la majorité au Congrès. Le refus de voter le budget n'empêche pas, pendant 1 mois, 2 mois, de trouver des compromis qui permettent le fonctionnement des institutions, qui permettent de payer les fonctionnaires. Donc, dans l'intérêt général, on doit pouvoir trouver un compromis. Chacun fait un pas en direction de la position de l'autre parce que nul ne peut être détenteur absolu de la vérité. Donc, il faut apprendre à négocier. Voilà pourquoi on parle de modération de l'exercice du pouvoir dans les régimes politiques démocratiques. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire qu'un parlement monocolore n'est pas habilité à modifier une constitution. Est-ce à dire que selon vous, ce qui a été fait en 2019 est de nul effet? Ce qui a été fait en 2019 m'interpelle personnellement, en tant que juriste. D'abord, ça a été la procédure d'urgence, alors que, si mes souvenirs sont exacts, le règlement de l'Assemblée nationale précise que seules les lois font l'objet de la procédure d'urgence. Quand vous prenez la loi organique, par exemple, qui précise ou qui complète la Constitution, dans certains pays, dont la France, son vote ne se fait pas dans les mêmes conditions que pour les lois ordinaires. Quand c'est déposé, on se donne un temps de réflexion d'au moins 15 jours avant que cela ne soit mis à l'étude. Et quand c'est étudié, il faut encore attendre un temps de réflexion avant de l'adopter. Ce que ne permet pas la procédure d'urgence. La Constitution est supérieure à la loi organique. Y a-t-il urgence pour qu'on adopte la procédure d'urgence? Cela, à mon avis, en tant que constitutionnaliste, me pose problème. Parce que c'est un problème de forme qui peut avoir son effet sur le fond de la question. Nous devons donc être attentifs à cela. Il est vrai, l'Assemblée n'est pas constituée d'experts en droit constitutionnel pour ces questions. Généralement, les parlements ont une bibliothèque fournie, ont des experts ou des consultants pour des questions qui ne relèvent pas
de leurs compétences, du droit privé, du droit public, ainsi de suite, ou même sur les questions de santé. Moi, je me souviens quand on est allé à la Cour constitutionnelle pour la première élection présidentielle que nous devions organiser, le président de la Cour, Dossou Robert, a organisé un séminaire, je crois, à Ouida, nous a réunis. On a fait venir des experts, on a fait venir des anciens membres de la Cour constitutionnelle sur la procédure, sur le code électoral. Et nous avions pris l'habitude, à la veille des élections, non seulement d'avoir un séminaire pour nous approprier le code électoral, mais nous faisions un séminaire également avec la Commission électorale nationale autonome pour nous assurer que nous avons la même compréhension du code électoral parce que nous ne pouvons pas avoir la maîtrise de tous les aspects de la vie publique. Et ce qui fait que dans les pays développés, il y a des consultants et des experts qui permettent d'harmoniser la réflexion pour ne pas aller au-delà des principes juridiques qui inspirent l'organisation d'un État démocratique. Mais ce sont des erreurs de début, hein, ce qui veut dire que ce n'est pas pour moi, même si c'est un péché originel, ce n'est pas un péché mortel. Le leçon sera tirée de cette expérience pour mieux s'approprier les règles de fonctionnement d'un État de droit et d'une démocratie. Je crois que très prochainement, on y reviendra sur l'état de droit et la démocratie. Mais lorsque vous voyez un peu l'opposition aujourd'hui politique au président Patrice Talon, comment appréciez-vous son animation? Vous savez, je vous ai dit que je ne suis plus un acteur politique, je suis un observateur, je suis un analyste. Je crois que l'opposition est dans son rôle, puisque le statut de l'opposition donne le droit à l'opposition de critiquer l'action du gouvernement, mais de proposer aussi des solutions alternatives, tout ceci en respectant les règles d'un vivre ensemble en harmonie et dans la paix. Ne pas user de violence. Tant qu'il n'y a pas usage de violence, ils sont dans leurs droits. Mais la critique ne doit pas simplement se limiter à détruire, mais la critique doit aussi se compléter par des propositions pour montrer qu'une autre voie est possible. Ce qui permet aussi au pouvoir de réfléchir pour peut-être s'enrichir de ces propositions ou pour corriger son propre programme en tenant compte des préoccupations émises par l'opposition qui représente aussi une partie de l'opinion publique. Donc c'est un appel à l'écoute, à la négociation, mais pas à la confrontation. Donc c'est ma perception de la vie démocratique. Pas de violence. Pas de violence. Alors lorsque je reviens encore sur cette révision constitutionnelle qui a été opérée en 2019, est-ce que les retouches ne sont pas pertinentes à votre avis, au-delà de la forme? Il y a des questions qui sont pertinentes. Je crois l'avoir déjà dit lors d'une émission que nous avions eue. Je crois déjà avoir dit que ma préoccupation, c'était d'avoir un vice-président de la République pour garantir la stabilité du pouvoir exécutif. Le mandat est de 5 ans. Mais si le président meurt au bout de 3 ans, le président de l'Assemblée nationale qui lui succède a un délai de 60 ou 90 jours pour qu'on organise une nouvelle élection. Donc le mandat aura été de 5 ans. C'est un nouveau mandat qui va recommencer. Il n'y aura pas la continuité. Donc il n'y a pas la garantie de la stabilité du mandat. Et je crois que 2 mois ou 3 mois avant cette révision, lors du 20e anniversaire de la création de l'ENA, j'avais fait une communication et j'avais souhaité que, comme on a limité le mandat du président de la République à 2, il est aussi temps de limiter le mandat des députés parce que certains mandats, ce n'est pas une fonction. Or, certains en font carrément une fonction et sont là-dedans depuis au moins 15 ans, 20 ans ou même 30 ans, ce qui ne permet pas le renouvellement de la classe politique et des gouvernants. Donc, ces choses-là, à mon avis, me paraissent utiles. Donc, il y a des choses qui sont positives, il y a des choses que je ne partage pas, mais je suis un observateur, je n'interviens pas dans ce domaine. Dans ce domaine. Ce qui veut dire que la révision est toujours possible en respectant les exigences prévues par la Constitution elle-même, à savoir, il y a des choses qui ne peuvent pas faire objet de révision, clause intangible ou clause éternelle. Il y a également ce qui relève du bloc de constitutionnalité, à savoir
le consensus qui pour moi est fondamental. Alors, lorsque nous revenons à notre thématique du jour, au régime politique, en 2017, le président Patrice Talon était initiateur d'un projet de loi portant révision de la Constitution visant à réduire un peu le pouvoir du président de la République parce qu'il estimait qu'il était trop influent, notamment dans la désignation de certains présidents d'institutions de la République et tout. Vous qui avez été un des grands acteurs de 90, quelle est votre perception sur cette initiative d'antan? Je crois que ce qui avait retenu l'attention, c'était la limitation à un mandat, qui était la préoccupation du chef de l'État, qui était un engagement qu'il avait pris en prêtant serment, qu'il avait toujours soutenu en disant qu'on peut montrer aux gens qu'en 5 ans, on peut faire, en reprenant son expression, et le job. Je crois qu'il y a des choses qu'on peut modifier, non pas pour dire qu'on veut limiter le pouvoir du président de la République, mais pour respecter l'équilibre des pouvoirs. Et par exemple, je crois vous l'avoir déjà dit une fois ici, le président de la Cour suprême est désigné par le chef de l'exécutif. Au niveau de l'Organisation de la francophonie, il est souhaité qu'il soit désigné, qu'il soit élu par ses pairs parmi les magistrats d'un certain grade. Et je crois vous avoir dit également que le Togo l'a inscrit dans ses tests. Le Burkina aussi a fait la même chose. Ici, c'est toujours la désignation par le chef de l'État, Conseil supérieur de la magistrature. Mieux, la Cour suprême du temps de Mme Pognon a renforcé plus ou moins l'indépendance du pouvoir judiciaire lorsqu'on disait que le président désignait les magistrats après avis. Du Conseil supérieur de la magistrature. La Cour a eu à préciser que après avis conforme. Parce qu'après avis, cela suppose l'obligation de prendre l'avis. Mais cela n'implique pas l'obligation de tenir compte de l'avis. Or, la Cour de Mme Pognon a ajouté après avis conforme. Moi, je me souviens quand j'étais président de la Cour constitutionnelle, il y a un test envoyé pour modifier la composition du Conseil supérieur de la magistrature, où on retrouve là-dedans des ministres du Travail, des Finances, ainsi de suite, alors que c'est un organe qui peut être un organe disciplinaire des magistrats, qui est composé essentiellement de magistrats et de rares personnalités indépendantes. Or, l'exécutif, il prend une certaine place. Bakou s'y est opposé. Il est vrai, cette loi est passée par la suite. Alors quand vous dites que le président veut réduire son pouvoir, c'est que c'est possible. Mais quand j'évoque ces cas, c'est pour montrer que ce n'est pas ce que moi j'ai vécu. C'est parce que vous avez vécu. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Comme je disais tantôt, on aura l'occasion de revenir ici dans les semaines à venir sur l'état de droit et la démocratie. Mais actualité sous-régionale oblige. Tout ce qui se passe au Sénégal, Monsieur Olo, comment vous l'analysez? Vous savez, le report des élections. Je suis très préoccupé par ce qui se passe au Sénégal. Et pour montrer que le colonel Ao connaissait bien les hommes, quand il disait que le pouvoir est comme le sein d'une femme, quand on se met à le téter, il est si doux qu'on n'a pas envie de le lâcher. Souvenez-vous, Macky Sall s'est opposé au troisième mandat. Il était prêt à dormir dans la rue, à prendre son matelas pour empêcher le troisième mandat de Wade. Macky Sall a intervenu publiquement pendant qu'il était opposant pour dire que le président Wade ne fera pas un jour de plus à la présidence, sinon ils iront le déloger. C'est son expression. Ils iront le déloger. Son mandat doit finir le 2 avril 2024. La Constitution du Sénégal dit que la durée du mandat du président de la République ne peut pas être modifiée. Elle est spécifique dessus. Très spécifique. La durée ne peut pas être modifiée. Et malgré cela,
On dit qu'on a aménagé. Maintenant, on lui donne 10 mois de plus. Il y a violation. Or, n'oubliez pas que c'est sous la pression populaire qu'il a fini par dire que même si il en a le droit, il ne sera pas candidat à un troisième mandat. Donc il pense toujours qu'il a droit à un troisième mandat. C'est inquiétant. Parce qu'on a vu ce que la violence a donné. J'espère que le Conseil constitutionnel qui sera saisi va dire le droit pour apaiser les tensions. Parce que s'il ne dit pas le droit, je ne sais pas ce qui va arriver au Sénégal. N'oubliez pas, les imams, le Sénégal est un pays à près de 90% musulmans. Le bureau des imams s'est opposé à ce que ce mandat soit prorogé, avec une déclaration publique. L'archevêque de Dakar a dit la même chose. Il y a l'eau qui est sur le feu qui est en train de bouillir. Évitons que cela n'explose. Il y a une vie après le pouvoir. Et je crois que déjà le président Macron l'a désigné pour une fonction honorifique, pour l'occuper. Donc je suis préoccupé par ce qui se passe au Sénégal et je suis heureux de constater que j'ai des collègues de Babacar Gueye qui ont le courage de dire que le président a violé la Constitution. Ils ont le courage de le dire. Mais qu'est-ce qui amène nos dirigeants africains pour la plupart, bien qu'avant d'accéder au pouvoir, Macky Sall n'est pas le seul, on en a vu encore d'autres qui par le passé étaient contre des troisième mandats, mais une fois en fonction, veulent, contre vents et marées, effectuer un troisième mandat. Pourquoi? Je vous demanderai d'aller simplement poser cette question au président. Ce que j'ai su quand j'étais ministre des Affaires étrangères, que j'ai rencontré le président Eyadema, qui était en tension avec le Premier ministre élu par la conférence nationale, et que j'écoutais son entourage, dont des généraux, qui le poussaient dans cette position, qu'en fait, ils défendaient leurs propres intérêts en disant que le président reste au pouvoir. Parce que tant que lui, président Eyadema, sera là, ils continueront à bénéficier de ces avantages. Donc il y a l'entourage. Et quand on n'a pas assez de force, ou quand toi-même est déjà tenté, on prend prétexte de cela. Regardez quelqu'un comme Alpha Condé, avec tout son engagement militant, qui est devenu un symbole. Il modifie la constitution, il fait adopter une nouvelle constitution pour s'éterniser au pouvoir. Il a renversé, il dit après que c'est les femmes qui l'ont poussé à modifier la constitution. Alors que quelqu'un comme Nelson Mandela a fait 27 ans en prison, a fait un mandat de 4 ans, il n'a pas fait 10 ans comme Alpha Condé. Puisqu'en Afrique du Sud, c'est le mandat de 4 ans. Et la limitation n'est pas inscrite dans la Constitution. Mais il a fait un mandat unique, il était heureux de partir. Donc ça dépend de la qualité de la culture politique de ces hommes qui ont le sens de l'intérêt général et qui pensent qu'ils ne sont pas indispensables. La nation peut continuer après eux. Dernière question, ou avant-dernière peut-être pour finir, le Burkina Faso, le Niger et le Mali se retirent de la CEDEAO. Quelle implication politique pour la survie de cette organisation sous-régionale? La Mauritanie est partie de la CEDEAO. La CEDEAO existe. Je crois que le Mali, le Burkina, le Niger font 69 millions d'habitants. Le Nigeria seul fait 220 millions d'habitants. C'est déjà un marché important. Je crois que le PIB de ces pays au niveau de la CEDEAO devait faire 7%. Ces pays sont enclavés et je crois comprendre que des voix se lèvent dans ces pays pour dire que même le peuple n'a pas été consulté pour savoir s'il faut quitter la CEDEAO ou pas. Donc la CEDEAO, et j'entends dire que c'est parce que la CEDEAO est manipulée par la France. Vous y pensez? Vous y croyez? Que c'est parce que la CEDEAO est manipulée par la France qui y sont partis, mais ils ne veulent pas quitter l'UEMOA qui est contrôlé par la France. Ce qui veut dire qu'ils ont un autre agenda. Mais il faut qu'ils tiennent compte de l'intérêt de leur population.
parce que la libre circulation des biens des personnes, le libre établissement deviendront un problème. Or, vous avez beaucoup de ressortissants de ces pays-là qui sont dans les pays côtiers. Mais espérons que la sagesse finira par triompher, puisqu'ils ont l'obligation de négocier pendant 1 an leur sortie de la CEDEAO. Je pense un peu au Brexit qui réjouissait les Britanniques, certains, et maintenant ils se mordent les doigts d'avoir quitté la CEDEAO. La Mauritanie était partie parce qu'ils voulaient rejoindre, et se considérant comme arabes, même si une bonne partie de la population est arabe, et avait rejoint l'Union du Maghreb arabe, et qui comprenait le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, mais que les affaires fonctionnelles avaient du désaccord entre le Maroc et l'Algérie. Le Maroc a souhaité intégrer la CEDEAO, et quand le Maroc a posé sa demande, la Mauritanie aussi a demandé à réintégrer la CEDEAO, ce qui veut dire qu'il y a des avantages à être à la CEDEAO. Laissons le temps nous apporter des réponses à cette solution. L'intégration est mieux que la dislocation. Nous serons plus forts ensemble. Et aujourd'hui en Afrique, on essaie de créer une zone de libre-échange. Nous constituons un marché important. Nous avons des ressources importantes. En nous divisant, nous n'aurons pas la chance de peser sur la scène internationale pour tirer profit de nos richesses et de nos potentialités. Et je crois que nous aurons, d'ici 2050, la population la plus jeune, la plus nombreuse, et nous avons les ressources. Si l'éducation y est, et s'il y a la bonne gouvernance, peut-être que la puissance quittera l'Asie, où elle est en train d'aller après être partie de l'Europe pour aller aux Amériques et aux États-Unis, maintenant se balade vers la Chine, c'est peut-être l'Afrique, la prochaine puissance économique, même si nous ne serons plus là pour apprécier ou pour vivre cette situation. Merci à vous, professeur Olo. Dernière question pour finir. Quelle est votre opinion sur ces militaires aujourd'hui au pouvoir qui s'érigent en donneurs de leçons? Or, vous savez, les militaires se considèrent dans certains pays comme les juges et les gardiens privilégiés du pouvoir. Mais, à part Jerry Rawlings, qui a eu la sagesse, et les Obasanjo, qui ont eu la sagesse, après avoir eu le pouvoir par la force, d'instaurer un régime démocratique avec limitation des mandats et respecter les mandats, les militaires qui sont restés au pouvoir n'ont pas donné satisfaction. Blaise Compaoré, vous voyez le temps qu'il a fait depuis qu'il a ramassé en 80, il a fait assassiner en 87 son compagnon. Sankara, ce n'est pas la force. En octobre 2014, qu'il a été chassé. Le Parlement a été pris d'assaut parce qu'il a sauté le verrou de la limitation. Il y a des manifestations. Il a rétabli et voulait à nouveau le sauter. Quel est le résultat que ça a donné? Montrez-moi les pays dirigés par des militaires où ça donne des résultats. Vous voyez le Soudan aujourd'hui. Les militaires sont arrivés au pouvoir. Le Soudan, aujourd'hui, est en guerre, depuis plus d'1 an. Déjà au niveau des cas de violation des libertés fondamentales au Burkina Faso, au Niger, également en Guinée. C'est les militaires qui sont au pouvoir. Je sais que certains ont applaudi les militaires quand ils sont arrivés, mais même aujourd'hui, ils sont en train de se mordre les doigts. Donc moi, j'ai toujours dit que je suis contre un régime militaire. Parce que le pouvoir ne vient pas des armes, le pouvoir n'est pas au bout du fusil, mais le pouvoir vient des urnes. S'il veut être des gouvernants, notre constitution leur donne la possibilité qu'ils démissionnent de l'armée et qu'ils aillent compétir pour mettre leurs compétences de gestionnaire à la tête du pays. Pourquoi ce n'est pas les armes qui vont le faire? Et donc se maintenir au pouvoir par les armes. Donc il y aura une confiscation du pouvoir. Regardez ceux qui s'étaient engagés à faire une transition de 2 ans, de 3 ans. Je crois que le Mali devait faire les élections présidentielles en mars 2024. Nous sommes en février. Plus personne n'en parle. Oh, c'est depuis 2020. Depuis août 2020 que... Bon, il y a eu d'abord le coup de mai 2020, mais Goïta est arrivé en août 2020. Plus personne ne parle d'élection aujourd'hui. Élection présidentielle. Il est là, il y reste.
Merci à vous, professeur Olo. On aura compris. C'était des échanges et pris de leçons et d'enseignements, notamment d'anecdotes qui enracinent la pratique démocratique. Merci une fois encore à vous. À très bientôt pour d'autres rendez-vous. Merci une fois encore, professeur Théodore Olo. Merci à vous, chers amis internautes. On se retrouve très prochainement pour d'autres rendez-vous médias. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur ESAE TV.